Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons plonger dans la satire puisque nous allons lire Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, livre qui est sorti en 1721. Dans Les Voyages de Gulliver, Jonathan Swift donc va incarner le rôle de Gulliver. Ce sera vraiment un entre-deux. On verra Jonathan Swift et Gulliver qui sont la même personne en soi. Et donc, il va nous plonger dans différents mondes, différents pays un peu fantastiques, pointant du doigt donc l'Angleterre de l'époque. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons continuer la lecture. Je répondis, m'exprimant autant par signes qu'en paroles, que Sa Majesté serait satisfaite car j'étais prête à me dévêtir et à retourner mes poches devant lui. Il répliqua que d'après la loi du royaume, je devais être fouillée par 2 de ses officiers, ce qui n'était impossible, et le voyait bien, qu'avec mon consentement. Et mon aide, mais il avait de ma justice et de ma générosité une si bonne opinion qu'ils ne craignaient pas de remettre leur personne entre mes mains. Il m'assura en outre que tout ce qu'il pourrait confisquer me serait rendu à mon départ du pays, ou payé au prix que je fixerais. Je pris les fonctionnaires dans ma main et les posai d'abord dans la poche de mon pourpoint, puis dans toutes les autres poches de mes vêtements, sauf mes 2 goussets et une autre poche secrète que je ne voulais pas laisser fouiller, car j'y gardais certains objets fort utiles, mais absolument personnels. Dans l'un des goussets, il y avait une montre d'argent, dans l'autre, une bourse avec un peu d'or. Les commissaires, qui s'étaient munis de plumes, d'encre et de papier, firent un inventaire exact de tout ce qu'ils trouvèrent, et quand ils eurent terminé, ils me demandèrent de les poser à terre pour en remettre le texte à l'empereur. Plus tard, je pus traduire en anglais cet inventaire. Le voici mot pour mot. In primis, dans la poche de droite de la veste du grand Tom Montagne, c'est le sens que je donne au mot Quinbus Flestrin, après une fouille minutieuse, nous n'avons rien trouvé, sinon un morceau de toile grossière assez grand pour faire un tapis de sol dans la salle du trône de votre majesté. Dans la poche de gauche, nous avons observé un énorme coffre en argent avec un couvercle du même métal que les sous-signés incapables de le soulever ont fait ouvrir par l'homme montagne. L'un de nous ayant pénétré s'est enfoncé jusqu'à mi-jambe dans une sorte de poussière qui nous vola au visage, nous faisant éternuer violemment à plusieurs reprises. Dans la poche droite du gilet, nous avons observé une liasse énorme de substances minces et blanches repliées les unes sur les autres, en tout de la grosseur de 3 hommes. Elle était nouée par un gros câble et marquée de grands signes noirs. Nous avons lieu de croire qu'il s'agit là de textes écrits, dont chaque lettre serait grande comme la main. Dans la poche de gauche se trouvait une sorte d'engin du dos, duquel sortaient 20 pieux, faisant penser à la palissade du château de votre majesté. Nous avons supposé que l'homme montagne l'emploie pour se peigner, mais nous n'avons pas voulu l'importuner de nos questions, voyant la difficulté qu'il avait à nous comprendre. Dans la grande poche du côté droit de son couvre-milieu, c'est le sens du mot renfoulot, par lequel il désignait ma culotte, nous avons observé un pilier de fer creux de la longueur d'un homme et fixé à une pièce de charpente plus volumineuse que le pilier, faisant saillie sur un des côtés du pilier. Il y avait de grosses pièces de fer découpées en forme bizarre et que nous n'avons pu identifier. Dans la poche de gauche, un deuxième engin du même type. Dans la petite poche droite, il y avait plusieurs rondelles de métal de 2 sortes, blanc et rouge. Quelques-unes des blanches qui semblaient être d'argent étaient si grandes et si lourdes que mon collègue et moi ne les avons soulevées qu'à grande peine. Dans la poche de gauche se trouvaient 2 piliers noirs de forme irrégulière dont nous pûmes tout juste toucher le sommet, nos pieds reposant sur le fond de la poche. L'un d'eux était dans une housse et semblait fait d'une seule pièce.
L'autre comportait à son sommet un objet rond, de couleur blanche, gros comme environ 2 têtes. Dans chacune de ces cylindres était enchâssée une prodigieuse lame d'acier que, selon nos instructions, nous avons enjoint l'intéressé de nous montrer, craignant qu'il s'agit d'un engin dangereux. Il les fit sortir pour nous de leur logement, nous expliquant qu'il avait l'habitude chez lui de se faire la barbe avec l'une et de se couper la viande avec l'autre. Il existe également 2 poches pour lesquelles nous n'avons pu pénétrer, celles qui nommaient ses goussets. Ce sont de larges fentes fabriquées dans le haut de son couvre-milieu, mais maintenues fermées par la pression du ventre. Une grosse chaîne d'argent pendait du gousset droit, et au fond de celui-ci, il y avait un engin extraordinaire. Nous avons ordonné à l'intéressé de produire l'objet, quel qu'il fût, qui se trouvait au bout de la chaîne. Nous avons vu apparaître alors un globe, dont la moitié était d'argent, l'autre moitié d'une sorte de métal transparent. Sur le côté transparent, nous avons observé certains signes bizarres disposés en cercle, et nous pensions pouvoir les toucher. Quand nous sentîmes nos doigts arrêtés par cette substance invisible, l'intéressé approcha l'engin de nos oreilles. Celui-ci faisait un bruit incessant, pareil au tic-tac d'un moulin à eau. D'après nos conjectures, nous sommes en présence soit de quelque animal inconnu, soit du Dieu que l'intéressé adore. Nous inclinerions plutôt pour cette seconde hypothèse, car il nous a déclaré, ou du moins c'est ce que nous avons interprété, car il l'exprimait fort imparfaitement, qu'il agissait rarement sans l'avoir consulté. Il l'appelait son oracle. C'est lui qui fixe un temps pour tous les actes de ma vie, ajouta-t-il. Du gousset gauche, l'intéressé a retiré un filet presque aussi vaste que ceux des pêcheurs, mais qu'on ouvrait et fermait comme une bourse. C'est d'ailleurs à cet usage que l'objet semble affecté, car nous y avons constaté la présence de plusieurs pièces pesantes, faites d'un métal jaune. Si c'est vraiment de l'or, ces pièces doivent avoir une valeur immense. Ayant ainsi, conformément aux ordres de votre Majesté, inspecté scrupuleusement toutes ces poches, nous avons observé autour de sa taille une ceinture, faite du cuir de quelque animal prodigieux. Elle portait à gauche une épée longue, comme 5 fois le corps d'un homme, et à droite, une bourse ou sacoche, divisée en 2 parties, qui chacune contiendrait bien 3 des sujets de votre Majesté. L'une d'elles contenait des globes, ou boules d'un métal extrêmement pesant, car seul un bras vigoureux eut pour les soulever, bien qu'elles ne fussent pas plus grosses que nos têtes. L'autre partie était remplie d'un tas de grains noirs, qui n'étaient ni très gros ni très lourds, car nous avons pu en prendre plus de 50 dans le creux de la main. Tel est l'inventeur exact de tout ce que nous avons constaté, la présence sur le corps de l'homme montagne, lequel nous a reçus avec beaucoup de civilité et tous les égards dus à la commission de sa sagesse, de sa majesté. Signé et scellé le 4e jour de la 89e lune du règne bienheureux de votre Majesté. Clefren Fréloc, Marcy Fréloc. Lorsque l'empereur eut reçu lecture de cet inventaire, il m'ordonna de lui remettre ces différents articles. Il réclama tout d'abord mon sabre que je décrochai avec son fourreau. Entre-temps, il avait donné l'ordre à son escorte forte, ce jour-là de 3000 hommes d'élite, de former autour de moi un vaste cercle, arc bandé et flèches braquées sur moi. Mais je ne les avais pas remarqués car je tenais les yeux fixés sur sa majesté. Il me pria alors de tirer mon sabre. Celui-ci, bien qu'un peu rouillé par l'eau de mer, restait étincelant. Et ce fut dans tous les rangs un cri de terreur et de surprise quand je me mis à faire des moulinets, car le soleil brillait. Et son éclat sur la lame éblouissait les yeux. Sa Majesté, qui est un prince du plus grand courage, parut moins impressionné que je n'aurais pu croire. Il me dit de remettre mon sabre au fourreau et de le jeter aussi doucement que je pouvais, à 6 pieds de l'extrémité de ma chaîne. Après quoi il voulut voir un de mes piliers creux en fer, désignant par là mes pistolets de poche. J'en tirai un et sur sa demande lui expliquai du mieux que je pus à quoi cela servait. Puis je le chargeai, mais seulement à poudre. La mienne était restée sèche, grâce à la précaution que prend tout marin expérimenté de la tenir toujours dans une sacoche hermétique.
Je recommandai à l'empereur de ne pas prendre peur et je tirai en l'air. L'effet en fut bien plus terrible que n'avait été la vue de mon sabre. Des centaines de soldats, comme foudroyés, tombèrent à la renverse, et même le prince, qui pourtant était resté ferme sur ses jambes, mit quelques instants à reprendre ses esprits. Je lui remis mes 2 pistolets, de la même façon que mon sabre, ainsi que la poire à poudre et les balles, non sans l'avertir qu'il fallait surtout ne pas approcher la poudre du feu, car elle était très inflammable, et la moindre étincelle eût pu faire sauter d'un seul coup tout le palais impérial. Je lui remis ensuite ma montre, qui l'intriguait fort. Il se fit apporter par 2 gardes les plus grands de son régiment, qu'ils s'y prirent à la manière de nos portefaix. Quand ils ont à livrer un tonneau de bière à l'aide d'une perche posée sur leurs épaules, ils s'étonnaient de son bruit incessant et du mouvement de la grande aiguille qu'ils décernaient très bien, car leur vue est bien plus perçante que la nôtre. Il consulta là-dessus les lettrés de sa suite, dont les opinions, le lecteur le concevra lui-même, furent aussi diverses qu'aberrantes. Je n'ai d'ailleurs pas tout compris. Enfin, je déposai aux pieds du prince mes pièces d'argent et de cuivre, ma bourse contenant 9 grosses pièces d'or et plusieurs petites, mon canif et mon rasoir, mon peigne et ma tabatière d'argent, enfin mon mouchoir et mon journal de bord, le sabre et les pistolets ainsi que la sacoche de munitions furent transportés par route à l'arsenal de Sa Majesté, mais on me rendit tout le reste. Comme je l'ai déjà dit, j'avais encore une poche secrète qui avait échappé à la fouille, et où se trouvaient mes besicles, qui me servent souvent car ma vue est faible. Une longue vue et d'autres babioles qui ne devaient présenter aucun intérêt pour l'empereur. Bonne raison, pensais-je, de ne pas les lui montrer, mais que j'aurais craint de laisser perdre ou abîmer en venant à m'en dessaisir. Chapitre 3. L'auteur donne à l'empereur ainsi qu'aux seigneurs et dames de la cour un divertissement fort original. Les amusements de la cour. L'auteur obtient sa liberté sous condition. Ma douceur et ma patience m'avaient si bien gagné la faveur du prince et de la cour, et même à dire vrai la faveur de l'armée et du pays tout entier, que j'avais bon espoir de recouvrer bientôt ma liberté. Je ne négligeais rien qui put contribuer à cette bonne impression, et petit à petit les Lilliputiens cessèrent de me craindre. Il m'arrivait de m'étendre par terre et d'en laisser danser 5 ou 6 sur ma main, et même au bout de quelque temps, les garçons et les filles m'hardissaient, jusqu'à jouer à cache-cache dans mes cheveux. Je parlais et je comprenais de mieux en mieux leur langue. L'empereur eut l'idée de me présenter certains divertissements où son peuple excelle et où il fait preuve d'une adresse et d'une magnificence que je n'ai vues dans aucune nation. Rien ne me charma tant que les danses sur la corde raide. Elles s'exécutaient sur un mince fil blanc de plus de 2 pieds de long, tendu à 10 pouces du sol. Ce spectacle mérite, si le lecteur m'y autorise, une description plus détaillée. Ne viennent danser que les candidats aux charges importantes et au seul gré du monarque. On s'entraîne donc dès l'enfance, qu'on soit ou non de naissance noble et d'éducation libérale. Lorsqu'un décès ou plus souvent une disgrâce laisse vacant quelques postes élevés, 5 ou 6 prétendants pris par écrit. L'empereur de leur laisser offrir à Sa Majesté et à sa cour un numéro de corde raide, car c'est celui qui sautera le mieux sans tomber qui obtiendra la charge. Bien souvent, les ministres en place sont invités à montrer leur habileté et à prouver aux princes qu'ils n'ont rien perdu de leur talon. Flimnap, le grand trésorier du royaume, est un éblouissant danseur de corde raide. Il saute au moins 1 pouce plus haut qu'aucun autre grand seigneur de l'Empire. Je l'ai vu danser plusieurs fois, le saut périlleux, sur une planchette fixée à la corde. Et celle-ci est à peine plus grosse que ce que nous appelons petite ficelle. Si mon jugement est bien impartial, c'est mon ami Reldresal, premier secrétaire du conseil privé, qui mérite la 2e place. Puis vient le reste des grands officiers qui m'ont paru à peu près d'égale force. Ces divertissements sont souvent marqués d'accidents funestes, dont on cite encore
un très grand nombre. Pour ma part, j'ai vu 2 ou 3 candidats se casser un membre. Mais le danger est beaucoup plus grand quand il s'agit de ministres sommés de donner des preuves de leur adresse. Car ils font de tels efforts pour se surpasser eux-mêmes, pour faire mieux que leurs rivaux, qu'il est bien rare de ne pas en voir tomber un ou même plusieurs. On m'a raconté qu'un an ou 2 avant mon arrivée, Flinap se fut infailliblement rompu le col, si l'un des coussins du roi qui se trouvait là par hasard n'eût alors amorti sa chute. Il existe un autre divertissement qui ne se donne qu'en certaines grandes occasions devant l'empereur, l'impératrice et le Premier ministre. Sa Majesté place sur une table 3 fils de soie, longs de 6 pouces, l'un est bleu, l'autre est rouge et le troisième vert. Ces fils sont les récompenses de l'empereur, que l'empereur se propose de décerner à ceux qu'il désire honorer d'une marque spéciale de faveur. La cérémonie a lieu dans la grande salle du trône, où les candidats doivent subir une épreuve d'agilité très différente de la précédente, et son équivalent, que je sache, dans aucun autre pays de l'Ancien ou du Nouveau Monde. L'empereur a un grand bâton qu'il tient horizontalement, tantôt au niveau du sol, tantôt plus haut. Et les candidats doivent tour à tour sauter par-dessus ou ramper par-dessous, selon la hauteur du bâton. Il y a plusieurs épreuves, de face et à reculons. Parfois, l'empereur tient le bâton par un bout et le Premier ministre par l'autre. Parfois aussi, le ministre est le seul à l'avoir en main. Celui qui se montrera le plus agile et le plus endurant à cet exercice aura en récompense le fil bleu. Le second aura le rouge et le suivant le vert. On les porte enroulés 2 fois autour de la taille. Et tous ceux qui jouent quelque rôle à la cour ont l'une de ces décorations. Grâce à leurs exercices quotidiens en ma présence, les chevaux de l'armée, comme ceux des écuries royales, n'avaient plus peur de moi, mais venaient s'embroncher jusqu'en mes pieds. Les cavaliers faisaient sauter leur monture, par-dessus ma main posée à plat sur le sol, et un des piqueurs du roi, montant un grand cheval de course, franchit mon pied tout chaussé en un bond, qui, vraiment, tenait du prodige. J'eus l'heure de distraire un jour l'empereur d'une façon fort peu banale. Je lui demandai de me faire apporter des bâtonnets de la longueur de 2 pieds et de la grosseur d'une canne ordinaire. Sa Majesté fit donc donner par son maître forestier des ordres en conséquence. Et le lendemain, 6 bûcherons me livraient les pièces de bois, en un nombre égal de voitures, tirées par 8 chevaux chacune. Je pris donc 9 de ces bâtons, que je plantai fermement dans le sol, de façon à délimiter un espace rectangulaire, d'une surface de 2 pieds et demi carrés. Je plaçai horizontalement à chaque coin 4 autres bâtons, à 2 pieds environ du sol. Je fixai ensuite mon mouchoir aux 9 piquets verticaux, et je le tendis comme une peau de tambour. Les 4 bâtons horizontaux, qui se trouvaient à 5 pouces au-dessus du mouchoir, servaient de balustrade alentour. Quand tout fut terminé, je proposai à l'empereur cette esplanade comme champ de manœuvre pour 2 douzaines de ses meilleurs cavaliers. Mon projet lui plut. Les soldats se présentèrent à cheval et en armes. Je les pris tels quels et les déposai là-haut, ainsi que les officiers qui devaient commander l'exercice. Sitôt installés, ils se divisèrent en 2 camps et exécutèrent tous les mouvements d'un combat simulé. Tir de flèches mouchetées, escrime au sabre, décrochage et poursuite, attaque et retraite, bref, la plus belle démonstration de tactique que j'ai jamais vue. La balustrade que j'avais fixée prévint tout accident, et l'empereur prit tant de plaisir à ce spectacle qu'il le fit recommencer plusieurs fois. Un jour, même, il lui plut de monter en personne sur le plateau et de commander l'exercice. Il obtint aussi, non sans mal, de l'impératrice, qu'elle se laissa soulever en air, dans sa chaise à porteur, à moins de 2 yards de la scène, afin de voir plus commodément
l'ensemble des combats. J'eus de la chance au cours de ces exercices. On n'eut jamais à déplorer d'accident grave. Un jour, pourtant, le cheval d'un des capitaines, une bête pleine de feu, donna un tel coup de pied qu'il troua l'étoffe de votre mouchoir. Sa patte s'enfonça. Il s'abattit. Le cavalier fit la culbute. Mais je vins aussitôt à leur aide, et couvrant le trou d'une main, je reposai de l'autre tous les cavaliers sur le sol. Le cheval accidenté eut l'épaule gauche démise. Son maître n'eut aucun mal, et je réparai mon mouchoir du mieux que je pus. Cependant, je n'avais plus assez confiance en sa solidité pour continuer des jeux si dangereux. Au milieu d'une séance de ce genre, quelques jours avant qu'on me rendît ma liberté, un messager vint annoncer à Sa Majesté que certains de ses sujets, parcourant à cheval l'endroit où j'avais débarqué, avaient découvert sur le sol un énorme objet noir, d'une forme extraordinaire, un rebord circulaire, et plus grand que la chambre à coucher de Sa Majesté, au centre d'une éminence de la hauteur d'un homme. Il ne s'agissait pas d'un être animé, comme on l'avait craint tout d'abord, car il gisait dans l'herbe, sans le moindre mouvement. Certains en avaient fait le tour plusieurs fois. Puis, se faisant la courte échelle, on avait atteint le sommet, lequel était plat et de surface unie. Cela sonnait creux quand on frappait du pied. Ils devaient agir, à leur humble avis, d'un objet... Il devait s'agir, à leur humble avis, d'un objet appartenant à l'homme montagne. Si Sa Majesté l'ordonnait, il le ferait venir. 5 chevaux, il suffirait. Je compris à l'instant ce qu'il voulait dire et me réjouis fort de la nouvelle. J'étais si mal en point, semble-t-il, en atteignant la rive après notre naufrage, que ce fut sur la terre ferme que j'avais perdu mon chapeau en cherchant un endroit où dormir. Je l'avais attaché avec une corde pendant que je ramais. Il était resté sur ma tête quand je me fus mise à la nage, puis la corde avait dû casser sans que je m'en aperçusse, et je crus que mon chapeau s'était perdu en mer. J'expliquai donc à Sa Majesté impériale la nature et l'usage de ces objets, la priant de me le faire rapporter au plus vite. Le lendemain, on me le remettait, mais pas en très bon état. Les convoyeurs y avaient percé 2 trous et à 1 pouce et demi du bord. Ils avaient passé 2 crochets dans ces trous et attelé le tout grâce à une longue corde fixée au crochet. Le remorquage fut d'un bond de 2000. Heureusement, le sol de ce pays est remarquablement lisse et uni. Aussi, mon couvre-chef fut moins abîmé que je ne pouvais le craindre. 2 jours après cette aventure, l'empereur eut un caprice. Il bâtit le rappel de toutes les troupes cantonnées dans la capitale et dans les environs et mit au point un divertissement des plus cocasses. Il me pria de prendre la pose du colosse de Rhodes, debout et les jambes écartées au maximum. Puis il chargea son général, un vieux chef plein d'expérience, et un de mes grands soutiens à la cour, de mettre ses troupes en colonne et de les faire défiler sous moi. L'infanterie par rang de 24, la cavalerie par rang de 16, tambour battant, drapeau au vent, épique haute. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma troisième lecture des voyages de Gulliver, Voyage à Lilliput de Jonathan Swift. Je vais vous lire une petite citation avant de vous quitter. De Jonathan Swift, évidemment. Il y a de la différence entre ne faire rien et n'avoir rien à faire. Deuxième petite citation. L'homme est l'animal le plus dangereux qui ne songe qu'à nuire à tous les autres animaux.